que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été. Et on recommence avec plusieurs vidéos qui s'en viennent, dont celui-ci. Et celui-ci porte sur quelque chose qui est un sujet qui est assez difficile, qui est assez épineux en fait. En fait, j'ai eu plusieurs demandes concernant les stratégies de communication idéales pour annoncer le décès ou annoncer la mort à une personne. Par exemple, qu'est-ce qui se passe ou quelles sont les stratégies idéales pour dire à une personne, OK, telle personne que vous connaissez est décédée, une personne proche de vous est décédée, comment on annonce une nouvelle comme celle-là. C'est un sujet qui est très difficile, donc j'ai pensé beaucoup à cette capsule-là parce que c'est probablement le message le plus difficile qui est possible à annoncer à une personne. Et en termes de stratégie de communication, c'est sûr que oui, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à dire. Puis j'ai travaillé beaucoup avec des professionnels de la santé et ce sont des nouvelles qui arrivent, ok, de façon assez régulière. Les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, les médecins, les ambulanciers, faut annoncer la mort. C'est toujours quelque chose qui est complexe et il y a toujours une patate chaude autour de ce message-là, puis on sait jamais sur quel pied danser, comment t'annonces ça de la bonne façon. Donc, il y a comme un flou autour de ça, puis c'est évident pourquoi. On sait que c'est une nouvelle qui va foudroyer la personne en face, on le sait d'avance. Donc, la question, c'est, OK, est-ce qu'il y a des meilleures stratégies de communication pour communiquer une nouvelle comme celle-là? Donc, c'est une très bonne question, puis j'aimerais aborder certaines variables, certaines composantes là-dedans qui influencent la façon dont on va communiquer puis l'impact qu'on recherche. Je pense que la première chose, c'est faut prendre conscience que quand on se demande comment dire quelque chose, une stratégie de communication, c'est que ça implique, ça suggère que la façon dont on va communiquer va changer un impact, va changer quelque chose. Donc, on prend une stratégie X pour créer un effet ou un impact X. Et donc, on prend une autre stratégie de communication pour faire un autre impact. Donc, la question, c'est, OK, mais quel impact on veut faire? C'est la première bonne question à se poser parce que autant pour annoncer le décès, autant pour annoncer la mort, autant pour annoncer une nouvelle qui va créer des émotions négatives intenses. Il y a des choses communes entre le fait d'annoncer la mort et le fait d'annoncer quelque chose qui va créer des émotions négatives intenses, surtout pour quelque chose qu'on peut pas, qui est irréversible. OK? Fait qu'on va se donner ça un petit peu comme contexte. On veut annoncer quelque chose qui ne peut pas être renversé. OK? On va prendre pour acquis que quand on annonce la mort, c'est une mort qui est officielle. C'est pas peut-être qu'elle va s'en sortir ou pas, c'est un fait et c'est irréversible. OK? Donc, on peut prendre pour acquis qu'il y a certaines stratégies qui sont utiles pour ce type de nouvelles-là, mais une composante importante, c'est qu'il faut que le fait soit irréversible. Okay. Quel effet on veut rechercher si c'est irréversible? Quand on annonce la mort, peu importe quelle stratégie on va utiliser, ça ne changera pas les faits, ça ne changera pas le décès d'une personne. Donc, on se dit, OK, mais ça donne quoi d'abord, se creuser la tête à savoir comment annoncer quelque chose à quelqu'un qui est aussi dur, puisque de toute façon, on ne peut pas rien y faire, on ne peut pas y changer. Non, c'est vrai. On ne peut pas changer le décès d'une personne. Fait que la question, c'est, OK, mais une stratégie de communication, ça va changer quoi dans ce cas-là? Ça va changer plusieurs choses, dont une chose qui est, selon moi, importante, c'est l'initiation du deuil. Alors, le deuil, c'est un processus qui est dynamique. C'est un processus qui est assez complexe. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de laboratoires et de personnes, de chercheurs qui s'intéressent au processus de deuil. Et il y a plusieurs formes de deuil, en fait, plusieurs façons dont le deuil s'actualise. Et mon opinion, c'est que la façon dont on initie le deuil va avoir un certain impact sur la façon dont le deuil va se déployer dans le temps. Je ne pense pas que 100% du deuil est explicable de la façon dont la mort est communiquée. Je ne pense pas qu'il faut se mettre cette pression-là, mais je pense que définitivement, il y a des meilleures façons d'aborder la question de partager cette nouvelle-là, de faire ce message-là, cette annonce-là, qui va faciliter un processus qui est plus sain. Quand je parle d'acceptation, c'est un élément qui est vraiment, vraiment important. Dans une phase de deuil, dans un deuil, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a des phases de colère, après ça, tu as des phases d'acceptation, tu as des phases de tristesse. Il y a toutes sortes de phases là-dedans. Et ce sont des phases qui sont normales.
Mais il y a des deuils qui se passent pas bien, c'est-à-dire qu'il y a des phases qui sont anormalement longues ou il y a des émotions qui sont anormalement élevées et qui se prolongent. Et une des choses qui rend un deuil très difficile, c'est la non-acceptation de ce décès-là. Alors, on ne veut pas ça. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'une personne soit capable de faire face. C'est que lorsque le cerveau souffre, lorsqu'il y a des émotions négatives intenses, le cerveau, à court terme, il travaille à éviter la souffrance. C'est une réaction qui est normale. Douleur intense, anxiété intense, le cerveau tente de ne pas faire face à cette situation-là. C'est un comportement interne qui est normal, c'est une réaction normale. Okay? Si, dans la façon dont on communique le message, ça augmente la tendance d'une personne d'éviter cette situation-là ou de faire face à cette situation-là, ben la personne va travailler à ne pas accepter la situation. Et si une personne n'accepte pas la situation, ça veut dire que les processus de deuil vont être altérés. Ils seront moins sains, ils vont être plus difficiles. On veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est la façon dont on communique le message. Ça aide l'initiation du deuil. Et pour que l'initiation du deuil se fasse, il faut aider l'acceptation d'une situation. Donc, une personne va utiliser beaucoup la colère pour dévier le deuil. Parce que la colère, c'est une composante un peu différente que de la tristesse ou de l'anxiété. Et souvent, le cerveau essaie de retrouver un certain contrôle avec la colère. OK? Et c'est normal. C'est un des rôles de cette émotion-là, qui est la colère. Mais si une personne accepte pas le deuil et à la place, son cerveau la rend en colère contre des personnes qui seraient responsables de ce décès-là, ou qu'elle attribue que le décès aurait pas dû avoir lieu, ou que c'est dû à des erreurs, ou que c'est dû à quelque chose qui est pas supposé arriver, son cerveau ne sera pas capable de s'impliquer dans l'initiation d'un deuil. Il va travailler à lutter, et donc il va travailler à se trouver des boucs émissaires ou des raisons pour reprendre le contrôle de ce deuil-là, pour dire « ça aurait pas dû arriver ». Et donc, je suis fâché contre des personnes ou des circonstances ou des facteurs. C'est sûr que c'est normal, une part de colère, OK, à différents moments du deuil. Mais si une personne reste avec, par exemple, un sentiment d'injustice, un sentiment qu'il y a eu des erreurs médicales, par exemple, ou il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a été fautif là-dedans, le deuil ne sera pas initié de la bonne façon. Une personne va rester en train d'essayer de réparer cette mort-là en trouvant des coupables. Et ça, non seulement le deuil s'initie plus difficilement, mais en plus, ça crée encore plus de colère, encore plus d'impuissance, et ça prolonge la détresse d'une personne. Donc, la façon dont on communique le message peut stimuler plus de colère, peut stimuler encore plus de raisons de ne pas embarquer dans le deuil, de faire face à cette peine-là, puis plutôt que le cerveau évite le deuil en concentrant son énergie pour être fâché contre des facteurs ou des personnes. Maintenant, il n'y a pas de méthode universelle sur comment annoncer la mort. Okay? Par contre, il y a des choses qui, selon moi, aident beaucoup. Il y a des choses au niveau verbal, il y a des choses au niveau non-verbal. La première chose, lorsque vous savez que vous devez annoncer la mort, votre cerveau sait que suite à votre message, à cette fameuse phrase-là, la personne en face de vous va souffrir comme peut-être jamais dans sa vie. Vous qui allez annoncer la mort, vous devez être conscient que votre cerveau il est terrorisé à l'idée de générer cette douleur-là. C'est normal. Par empathie naturelle, on ne veut pas faire mal à personne. On ne veut pas être responsable de cette douleur-là. Donc, avant d'annoncer le message, il faut prendre conscience du défi que c'est pour soi. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait normal de ne pas avoir le goût d'annoncer ça. Par contre, si ça fait partie du message que vous voulez vraiment amener, il faut s'en responsabiliser. Ça veut dire qu'il faut faire face à sa propre douleur. Ça veut dire qu'on ne peut pas être complètement détaché d'un message comme ça. Ce n'est pas réellement possible et je ne le vous recommande pas à 100%. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% impliqué, mais ça veut juste dire que notre cerveau doit être conscient qu'on s'en va générer ou déclencher quelque chose et qu'on est à quelque part porteur de ce message-là. C'est important de parler de la façon dont vous vous sentez parce que votre état interne va transparaître au niveau non-verbal. Ça va être immédiat. C'est important de s'assurer indépendamment de la façon dont on se sent, il ne faut pas que vos émotions vous fassent
éviter le message, éviter la conversation. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, quand on a quelque chose de difficile à dire, le cerveau, il est comme divisé. C'est-à-dire qu'il sait qu'il faut qu'il fournisse un message, mais en parallèle, il veut pas vraiment y aller. Donc là, il est comme divisé entre deux processus, c'est-à-dire faire le travail, mais aussi se sortir de la situation. Cette division-là ne doit pas arriver lors de l'annonce d'un message comme celui-là. Et ça renvoie à la posture de la personne qui va faire le message. Si vous avez un message comme ça à faire, votre principal mécanisme de communication, c'est votre posture interne et votre ton et votre attitude. C'est ce que la personne en face de vous va lire. Vous devez être capable de sécuriser la conversation, sécuriser le message. Ça veut dire que si une personne vous sent anxieux ou anxieuse, si une personne vous sent un petit peu en train de jongler sur une patate chaude, ça va augmenter l'anxiété et les émotions négatives de la personne en face de vous. Et ça va augmenter la colère, ça va augmenter la difficulté à une personne de au moins bien recevoir le message, faire face à ce message-là. Donc, la posture et la façon de s'impliquer dans le message doit être claire. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, consciemment ou pas, une personne est inconfortable à l'idée de dire ce message-là, puis est comme inconfortable, mal à l'aise, ça va transparaître dans son non-verbal de façon immédiate, je dirais, en bas d'une seconde. En 60 millisecondes, 50 millisecondes, c'est évident. Et ça veut dire que ça va créer beaucoup d'instabilité émotionnelle chez la personne qui se prépare à entendre cette nouvelle-là. Parce que la plupart du temps, souvent, une personne est préparée, elle a peur de ce que vous allez lui annoncer. Elle a déjà évalué la possibilité que c'est peut-être le message que vous allez lui livrer. Il faut arriver solide. Ça veut dire, on peut pas arriver avec un message qui est divisé, c'est-à-dire avoir le regard fuyant. Parler trop rapidement, regarder un petit peu partout, faire une tâche en parallèle, c'est-à-dire écrire quelque chose ou jouer avec quelque chose. Tout ça, ça crée une attention divisée, ça fait une double tâche et ça augmente l'instabilité des émotions de la personne qui va recevoir ce message-là. Donc, quand on veut créer ou on veut partager un message qu'il va avoir des retombées émotionnelles négatives, il faut ralentir et il faut sécuriser l'environnement émotionnel. Donc, première chose, sécuriser l'environnement. Si c'est possible, on prend ces personnes-là à part. À qui on va communiquer ça? On le met dans un lieu qui est sécuritaire, soit dans une pièce où on est seul, où on est à l'abri des regards, on est un petit peu plus isolé. Il faut stabiliser l'environnement. On veut pas trop de distracteurs, on veut pas trop de bruit, on veut un environnement qui augmente le focus sur le message et donc qui augmente le fait de faire face à ce message-là. Donc, on veut pas de distracteurs, ni dans votre visage, ni dans l'environnement. Fait que première chose, sécuriser l'environnement, avoir un environnement qui est stable. Évidemment, on choisit pas toujours dans quel environnement on est, mais si on est capable de juste améliorer l'environnement ou le lieu où le message va être véhiculé, mieux c'est. Ça, c'est la première chose. Et ça va déjà annoncer le ton à la personne qui va recevoir le message. Si une personne sent qu'on la prend par la main, puis on la guide pour dire, là, on va aller discuter de quelque chose. Je dis pas qu'il faut le dire, mais il faut qu'elle le sente que vous avez le lead de ce message-là. Puis que c'est sérieux, puis on va parler de ça. Et voici la réalité qui va être partagée. Donc, il faut se sentir pris en charge. OK? Là, on est dans un environnement qui est stable, par exemple. Il faut éviter de parler fort, il faut éviter de parler vite. C'est-à-dire, le débit ne doit pas être rapide. On n'annonce pas un message où on partage pas un message avec un débit qui est trop rapide parce que ça augmente l'instabilité émotionnelle. Au contraire, ça va être un débit qui est lent avec un ton de voix qui est lent. Okay? Je pense que c'est quelque chose qui est très logique, mais je pense que c'est important parce que dans la nervosité du moment, on s'en rend pas compte, mais notre propre anxiété fait augmenter notre débit, fait augmenter le ton de notre voix. Et ça n'aide pas du tout la stabilité de notre message et ça n'augmente pas la capacité d'une personne d'accepter le message parce que rappelons-nous que c'est ce qu'on souhaite. Donc, la personne, un coup qu'on a toute son attention, on est dans un environnement stable, il ne faut pas passer par 56 000 chemins. C'est là où on n'a pas de contrôle, les faits sont les faits. Il faut rapidement dire, simplement avec le moins de mots possible, ce qui se passe. Donc, on annonce le décès avec le moins de mots possible. Il faut commencer avec ça. Évidemment, c'est la phrase qu'on redoute, que tout
tous les gens sur la planète redoutent. Il faut la dire. Donc, monsieur, madame, telle personne est décédée. Bon, le message est dit. On vient de planter un poteau. C'est-à-dire, là, ce qui vient d'être dit, il n'y a plus de retour en arrière. Et là, le travail commence. Il faut vivre avec ce qui vient d'être dit là. Donc, un coup qu'on vient de dire cette phrase-là, il faut laisser un temps de réception de ce message-là. Souvent, avec l'anxiété, on va dire la nouvelle du décès, puis après ça, on va essayer d'abrier les émotions pour la justifier. Mais vous savez, non, ce n'est pas le bon moment. C'est, on annonce, on attend. Il doit y avoir cette réception-là. Maintenant, sous quelle forme ça va se présenter? Il y a plusieurs formes possibles. Une personne, va tomber soit très, très silencieuse. Okay? C'est une des choses possibles qui arrivent. On laisse le silence arriver. Une autre possibilité, c'est qu'une personne réagisse de façon très forte émotionnellement, très extravertie, pleure, toutes sortes de réactions. C'est aussi une réaction et il faut laisser ça arriver. Il ne faut pas parler par-dessus ça. Ça crée encore plus d'instabilité. Il faut laisser ça se passer. Il faut maintenir notre même posture. Donc, nous, c'est important de ne pas se sentir mal comme si c'est nous qui avions créé la réalité. On n'a pas créé la réalité. Donc, c'est important de rester là. Et donc, voici notre tâche. Notre force à nous qui annonçons la nouvelle, c'est de rester là. C'est une posture. Ce n'est pas my God, mais vous savez, madame, en tout cas, on a fait tout ce qu'on a pu. Non, c'est pas de l'énervement dont on a besoin. Une personne elle a le droit de vivre ce qu'elle a à vivre dans cet instant-là. Puis oui, c'est pas le fun. C'est pas le fun d'être témoin de ça. C'est extrêmement difficile, mais c'est ça le travail. Donc, on laisse la personne réagir, que ce soit en silence, que ce soit très introspectif. Des fois, il y a des personnes qui black out complètement, ils partent dans leur tête, puis c'est une réaction possible. On ne change pas le plan. On est là, on assure la sécurité émotionnelle, on assure qu'il n'y a pas de distracteur, on fait face à ça, puis par notre ton, par notre regard, on lui montre que nous, on y fait face, puis on l'aide elle aussi à y faire face à cette réalité-là qui commence. Et là, c'est le début du processus. Suite à ça, bien, il y a toutes sortes de variantes qui peuvent arriver. Soit qu'une personne elle reçoit la nouvelle, là, elle va revenir, puis là, ça se peut qu'elle pose une question. Si elle pose une question, elle est en mode acceptation d'information parce que son système est capable d'aller encoder de nouvelles informations. Là, on est capable de répondre à la question. Toujours quand on parle simple, le moins de mots possible, straight to the point. On ne passe pas par 56 000 chemins, on ne part pas avec les yeux partout, on ne commence pas à gigoter dans tous les sens. Dans les yeux, simple. Donc, il faut avoir des informations qui sont justes. On ne passe pas par 56 000 chemins. Plus on diversifie, on augmente la quantité d'informations, plus on augmente la confusion possible. Une confusion va être la source possible d'évitement conscient ou non conscient. C'est-à-dire qu'une personne peut se servir de toutes sortes d'informations contradictoires pour éventuellement qu'elle continue à réfléchir pour faire « Hey, finalement, j'ai pas compris telle chose. Hey, finalement, comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? Hey, finalement, il y avait-tu une injustice là-dedans? Hey, comment ça? » Tous ces questionnements-là sont susceptibles de créer des évitements et donc empêcher le fait d'accepter la situation qui, rappelons-le, est un des buts principaux. Donc, il faut faire attention au timing quand on rajoute des informations. Il ne faut pas en rajouter trop. Straight to the point, précis, clair, phrase courte et on n'enligne pas 25 phrases de fil. C'est trop. Quand une personne est réactive au niveau émotionnel, son lobe préfrontal, frontal est complètement altéré par les activations limbiques émotionnelles. Donc, le lobe frontal est moins efficace. Il encode moins rapidement des informations. Sa mémoire est moins efficace. Donc, il faut que ça soit plus lent, plus posé, avec de l'espace entre les phrases. Donc, ça, c'est la bonne façon d'aider une personne à vivre avec une nouvelle réalité qu'elle a souhaité probablement de toute son âme qu'elle n'arrive pas. Le travail qu'on a, ce n'est pas juste de dire une phrase. On utilise une phrase pour initier un processus à l'intérieur de la personne. Évidemment, on n'a pas le contrôle sur tout le processus, mais si on peut aider, mieux c'est. Donc, si je reviens là, le thème central, c'est nous, comme personnes qui allons annoncer cette nouvelle-là, il faut être solide. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas être évitant, on ne peut pas avoir des doubles messages, on ne peut pas être anxieux puis éviter soi-même que la personne ait des émotions négatives. Non. Il faut être confortable avec l'idée que oui, la personne va avoir des émotions négatives, c'est normal. C'est impossible
de ne pas en avoir. Donc, si on essaye inconsciemment d'éviter les émotions négatives, c'est là qu'on crée des doubles messages. Les doubles messages, ça tue complètement la crédibilité de notre message. Ça crée le doute dans la tête de la personne que peut-être que c'est pas le vrai message. Parce que quand une personne souffre, je le rappelle, le cerveau fait tout en son pouvoir pour éviter une réalité qui est souffrante. C'est normal, on va essayer comme intervenant de minimiser ces aspects-là. Puis au moins, parce que souvent, une personne qui se fait annoncer une nouvelle comme ça, il y a toutes sortes de réactions possibles, mais ça va la marquer. Elle va y repenser. Elle va se retourner dans son véhicule, ça va l'empêcher de dormir la nuit. Elle va y repenser. Ça va la marquer là, toute sa vie. Et elle va repasser ça et repasser ça, repasser ça de toutes les coutures. Donc, on veut qu'elle se rappelle de quelque chose qui a été bien fait et qu'elle a été bien accompagnée lors de cette nouvelle-là. Puis, c'est pas en essayant d'empêcher les émotions négatives, en ayant la force d'être là, simple, précis, là pour elle, sans qu'elle sente qu'on a voulu comme se débarrasser du message pour dire, bon, ben voilà, madame, on est désolé, puis on s'en va. OK? C'est pas ça qu'une personne veut vivre. Une personne veut être avec quelqu'un pendant qu'elle entend cette nouvelle-là. C'est important quand même, dans la mesure du possible, bien évidemment, ne serait-ce que de spécifier à la personne que si tout a été tenté pour sauver la personne, ou si rien d'autre n'aurait été possible pour la maintenir en vie, je pense que c'est important que cette personne-là soit au courant. Tout ça pour éviter de créer un doute dans sa tête que peut-être qu'il y a une injustice, peut-être qu'il y a un coupable, peut-être qu'il y a raison d'être fâché contre quelque chose. Parce que, je le répète, le cerveau, il préfère être fâché contre quelque chose plutôt que accepter cette situation-là. Donc, évidemment, il ne faut pas mentir. Mais si vraiment vous vous sentez confortable, puis vous connaissez les faits, puis c'est comme tout a été fait, bien, je pense que c'est important que la personne le sache. Comme ça, le cerveau, il ne sera pas dévoué à trouver un coupable pour éviter le deuil, cette réalité-là. Donc, je rappelle, c'est toujours un défi faire face à un deuil. Donc, si on est capable de juste dire à la personne, vous savez que tout a été fait, il ne pouvait pas se passer quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est important de le spécifier. Si on sent qu'effectivement, ça représente la situation, je pense que c'est une bonne chose de spécifier. Et je pense qu'en terminant, c'est important de laisser la personne vivre le début de ce deuil-là. Je pense que c'est pas mal le maximum de ce qu'on peut faire. Puis de lui dire, je pense que c'est très correct de lui dire comment on se sent si on est désolé de ça, faire ses condoléances. Je pense que c'est une coutume qui est très de base. Je pense qu'au niveau culturel, c'est quelque chose qui est approprié. Puis de dire que si ils ont d'autres questions, ben qu'ils ont une personne ressource peut-être. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas sentir qu'on se débarrasse du sujet. Il ne faut pas faire sentir à la personne que, bon, la job est faite, là, bon, fait que c'est ça, OK, ben, bonne chance, bonne journée. Il ne faut pas faire sentir ça à une personne. Il faut sentir que, oui, elle commence un processus d'acceptation, mais les autres personnes continuent à vivre. Soi-même, on continue à vivre. Elle continue à vivre. Puis que si elle a besoin de vous autres, puis évidemment, si le contexte le permet, puis vous vous sentez à l'aise, bien, qu'elle peut revenir avec une question, ne serait-ce qu'ouvrir la porte, ça permet de maintenir l'idée qu'elle n'est pas seule là-dedans, puis qu'elle est comprise là-dedans, puis qu'il y a une empathie là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui est approprié, puis je pense que ça aide beaucoup une personne à survivre à cette situation-là. Voilà, je termine là-dessus. Donc, bonne chance, évidemment, pour ce genre de nouvelles-là. Ça nous arrive à différents moments de notre vie où on a des messages difficiles à passer, surtout des messages qui vont créer d'immenses émotions négatives et qui vont changer la vie d'une personne. La vie, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas juste une partie de plaisir et la mort ou les deuils, ça fait partie de cette aventure-là. Puis je pense que moins il y a de tabous autour de ça, ben mieux c'est. Puis je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse parler de comment se parler de ces éléments-là. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance et on se dit à bientôt.